Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a rencontré ce jeudi Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. La question de la libération des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010-2011 a notamment été abordée. Un dépôt d'armes attaqué au Burkina Faso, près de la capitale Ouagadougou ce vendredi. Les assaillants auraient emporté des armes et des munitions. Une enquête est en cours. Fin de la visite en République démocratique du Congo d'Edem Kodjo, membre du groupe des sages de l'Union africaine. L'UA l'a mandaté pour mener la médiation entre pouvoir et opposition. Objectif, relancer le dialogue à quelques mois de la présidentielle. En Côte d'Ivoire, tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré ce jeudi Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment celui de la crise post-électorale. Le chef du FPI aurait présenté une liste des derniers prisonniers qui devaient être libérés dans le cadre de la grâce présidentielle annoncée le 31 décembre 2015 par le président Alassane Ouattara. Cette rencontre intervient à quelques jours du procès à la Cour pénale internationale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les précisions d'Olivia Hieré-Dobré. Rencontre au sommet entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Une rencontre qualifiée d'instructive qui marquerait un nouveau départ de la vie politique ivoirienne, selon le leader du parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette réunion marque une autre phase du processus démocratique. Nous avons enregistré de réelles avancées et une disposition en faveur du règlement des problèmes de la crise post-électorale. Nous avons présenté la liste des derniers prisonniers qui devaient être libérés. Le président a marqué son accord de principe. Il s'agit de confronter les listes. Le Front populaire ivoirien, qui chiffre à 300 les prisonniers de la crise post-électorale, devrait ainsi confronter sa liste des personnes détenues avec celle du gouvernement qui évoque entre 140 et 150 prisonniers. Autre point abordé lors de cet entretien qui a duré 3 heures au palais présidentiel d'Abidjan, le dégel des comptes, la reconduction du financement des partis politiques de l'opposition dans l'attente des législatives et une meilleure représentation des Ivoiriens à l'Assemblée nationale. C'est un renforcement de la normalisation de la vie politique. C'est un dialogue ivoiro-ivoirien qui est à encourager et à saluer en souhaitant que ça puisse être élargi à l'ensemble des forces politiques et que cette opportunité aide M. Affi-N'Guessan à renforcer davantage sa légitimité, son autorité au sein de son parti. Je pense que fort de l'appui institutionnel et aussi de la bonne volonté du gouvernement, il pourra porter l'essentiel des revendications aussi de ces contradicteurs et de ces détracteurs dans le FPI. Si vous dites nous voulons que les prisonniers soient libérés, nous voulons que les comptes soient dégelés, nous voulons que les exilés rentrent, nous voulons que Laurent Gbagbo soit libéré, si M. Affi-N'Guessan arrive à résoudre l'essentiel de ces problèmes-là, je pense qu'on cessera de dire qu'il est à la solde de Ouattara. On comprendra que c'est une stratégie qu'il a adoptée et qu'il faut faire la politique sans ressentiment, sans haine, en essayant d'obtenir des résultats, en espérant que ce sera suivi de résultats concrets et positifs de la part du gouvernement qui prendra en compte les revendications et les préoccupations formulées. Pascal Affi-N'Guessan n'a jamais caché sa volonté de s'investir dans le jeu politique ivoirien, une ambition qui lui a valu de nombreuses inimitiés au sein de son propre camp, la principale formation d'opposition ivoirienne, en particulier du côté des fidèles de Laurent Gbagbo, écroué à la Cour pénale internationale et dont le jugement intervient le 28 janvier 2016. Si la partie du FPI dirigée par Affi-N'Guessan demeure fortement contestée au sein même de sa formation, elle reste cependant la partie reconnue par les institutions et le pouvoir ivoirien. Au Burkina Faso, un dépôt d'armes de l'armée à l'ouest de Ouagadougou a été attaqué ce vendredi. Une quinzaine d'assaillants auraient été identifiés. Un dispositif et des actions ont été mis en place afin de les appréhender. Cette attaque survient alors que la capitale burkinabé a été le théâtre le 15 janvier d'une attaque terroriste qui a fait 30 victimes et que les forces de sécurité restent mobilisées contre cette menace. Gladys Mwamba. Un dépôt d'armes de l'armée burkinabé attaqué. Un dépôt de matériel de l'armée a été la cible d'une attaque dans la nuit de jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2016 à Imdi, près de la capitale Ouagadougou au Burkina Faso. Selon les autorités burkinabées, cette attaque serait l'œuvre d'une vingtaine d'assaillants.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier, aux environs de 3 h du matin, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Yimbi. Le site est sous contrôle des forces armées nationales et le dispositif de surveillance a été renforcé. Aucune victime n'est à déplorer, mais les sources sécuritaires font état d'importants dégâts matériels. Les assaillants auraient emporté des armes et des munitions. Les opérations de ratissage sont en cours dans la localité de Yimbi. Je ne saurais pas vous dire les motivations réelles de cette attaque. Parmi ceux qui ont perpétré l'attaque, certains éléments de l'ex-régime de sécurité présidentielle qui ont été identifiés. Et certains ont été arrêtés sans objet d'un interrogatoire. Qui sont les autres éléments, qui sont les auteurs. L'enquête nous le confirmera dès qu'on aura de nouveaux éléments. Pour le moment, on n'a pas la totalité de l'identité de l'entièreté de ceux qui ont mené l'attaque. Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle avait perpétré un coup d'État orchestré par le général Gilbert Diendéré. Les 1300 hommes de cette unité d'élite ont été dissous et une trentaine d'entre eux ont été emprisonnés dans une prison militaire aux côtés du général Gilbert Diendéré. Le 24 décembre 2015, une tentative d'évasion préparée par les ex-membres du régiment de sécurité présidentielle aurait été déjouée par les autorités de la transition burkinabé. Afin de faire face à une éventuelle attaque terroriste, comme ce fut le cas justement ce 15 janvier au Burkina Faso, le gouvernement sénégalais renforce son dispositif sécuritaire. La priorité est donnée à la prévention et au renseignement. Dans le cadre de la prévention, justement, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo entend renforcer la sécurisation des sites vulnérables tels que les hôtels. Également dans l'actualité, les Égyptiens s'apprêtent à célébrer le 5e anniversaire du soulèvement contre le président Hosni Moubarak qui avait débuté le 25 janvier 2011 dans la foulée de la chute du régime de Ben Ali en Tunisie. Depuis 2011, l'Égypte a connu une succession d'événements, notamment le renversement du président Mohamed Morsi et l'avènement en 2014 du général Abdel Fattah al-Sisi. 5 ans après cette révolution qui a embrasé la place Tahrir, son aboutissement est toujours en attente. Le point avec Ibrahima Djoumaba. L'Égypte s'apprête à célébrer le 5e anniversaire de la révolution de 2011, plus connue sous l'appellation Révolution de la place Tahrir, marquant la chute du régime du président Hosni Moubarak. L'événement de cette année semble plus apaisé qu'il y a 2 ans, avec moins de tensions politiques apparentes. Nous allons continuer à jouer notre rôle, continuer à rêver de liberté contre tous les types d'oppression et toutes les formes de discrimination, que ce soit du fascisme religieux ou militaire. Nous allons toujours exprimer nos croyances. Personne n'a le droit de s'opposer à la liberté du peuple égyptien. Ceux qui ont participé à la révolution du 25 janvier rêvaient d'une grande nation. Aujourd'hui, ils ont comme l'impression d'avoir été trahis. Le renversement du pouvoir des frères musulmans, incarné par l'ancien président Mohamed Morsi, avait accentué les manifestations violentes à la place Tahrir et un peu partout dans le pays. Depuis l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi en 2014, les autorités ont renforcé la sécurité. Certains observateurs estiment que les nouvelles mesures instaurées violent les droits des citoyens. Je pense qu'il y a une mauvaise évaluation de la sécurité, où il pourrait y avoir une volonté délibérée d'abuser de la sécurité pour effrayer les gens à l'approche de l'anniversaire de la révolution. Il est compréhensible que les autorités prennent des mesures pour encadrer les revendications révolutionnaires en respectant les droits des manifestants. Plusieurs activistes ont été arrêtés au cours des dernières semaines pour avoir appelé via les réseaux sociaux à manifester le 25 janvier 2015. L'Égypte est confrontée depuis 2 ans à des manifestations récurrentes des frères musulmans qui réclament justice pour le président Mohamed Morsi. Au nord du pays, le Sinaï fait l'objet d'une insurrection terroriste. L'Union africaine a chargé Edem Kodjo, ancien Premier ministre togolais, de se rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Objectif, relancer le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Opposition qui soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de l'expiration de son second mandat à la fin de cette année. À la suite de cette rencontre avec le chef de l'État congolais, Edem Kodjo se dit rassuré quant au lancement de ce dialogue national annoncé il y a plusieurs mois. Deogracias Podo. Désigné par l'Union africaine pour mener des consultations en prévision de la tenue éventuelle d'un dialogue politique, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo a achevé la première partie de sa mission en République démocratique du Congo.
même si sa nomination le 14 janvier 2016 avait enregistré des réactions mitigées au sein de la classe politique congolaise. C'est avec une note d'espoir que le Togolais estime avoir quitté Kinshasa. Ce n'est pas à mon intervention dans le critique d'abord que les gens sont hostiles. Et nous l'avons exprimé clairement. Je crois que c'est le communiqué qui a été rédigé par l'Union africaine qui a déclenché l'ire de certains responsables de partis politiques. Et nous avons eu toutes les tendances. Cette mission est une mission un peu exploratoire qui était destinée à recueillir le point de vue des partenaires sociaux. C'est quelque chose qui est encourageant parce qu'il y a eu un engouement assez extraordinaire. Donc nous avons fait un tour d'horizon extrêmement complet. C'est de bonne augure pour la suite des événements. Aucune date n'a encore été fixée pour la tenue des pourparlers entre acteurs politiques et ceux de la société civile congolaise. La tension n'est toujours pas retombée entre pouvoir et opposition, mais du côté de l'Union africaine, l'on espère que chacun des protagonistes prendra ses responsabilités pour éviter un nouveau cycle de violence. Après le sommet de l'organisation qui se tiendra du 21 au 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, l'ancien Premier ministre togolais devrait rallier à nouveau Kinshasa pour poursuivre ses consultations. Dès après le sommet de l'Union africaine, personnellement, je dois retourner pour que le dialogue soit bien organisé. Nous avons l'impérieux devoir de passer outre les récriminations des uns et des autres pour faire en sorte que ce pays ne bascule pas. C'est pour ça que personnellement j'ai accepté cette mission et je conduirai cette mission avec détermination pour que nous puissions enregistrer des progrès. Lorsque le sort du pays est en question, je crois qu'on doit taire toute querelle partisane et s'attacher à résoudre des problèmes sur tout le pays. Donc la responsabilité de tout le monde est engagée. Avant l'Union africaine, les Nations Unies avaient également tenté une mission de facilitation de la crise politique en RDC. En décembre 2015, le diplomate algérien Saïd Dinitz était à Kinshasa pour s'entretenir avec le gouvernement et les autres parties prenantes afin de discuter des contours du dialogue. Mais rien n'y fit. Un défi donc pour l'organisation panafricaine qui veut aujourd'hui à tout prix éviter un basculement dans un autre cycle de violence en République démocratique du Congo. Suite du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda, un point sur les matchs de ce vendredi. Match nul entre le Nigeria et la Tunisie, score 1 but partout. Les équipes du Niger et de la Guinée se sont également affrontées. Match nul là aussi, score 2 buts ex aequo. Et ce samedi 23 janvier, le Zimbabwe rencontre le Mali à 14h et l'Ouganda sera face à la Zambie à 17h, heure rwandaise. Un point également sur le cyclisme avec la tropicale Amissa Bongo. L'Érythréen Tesfom Okuba Mariam termine 3e à la 5e étape qui s'est déroulée ce vendredi. Il décroche ainsi le maillot jaune. Il est le deuxième cycliste de son pays après Nathanaël Beran en 2014 a réalisé cette performance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.